Ah, je sais que cette histoire, je vous avais dit que je voulais attendre un peu avant de vous la raconter, mais en fait, j'ai trop envie de vous la raconter, quoi. Donc, c'est l'histoire de mon ancienne maison que j'ai vendue il y a un an. Alors, si vous suivez mes podcasts, vous avez probablement écouté, ou si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter, le podcast sur 18 mois d'enfer pour vendre cette propriété équestre. Ça a été un calvaire. Mais je ne spoile pas le podcast. Si vous voulez écouter pourquoi ça a été un calvaire, je vous invite à écouter le podcast que j'ai déjà posté qui s'intitule 18 mois d'enfer, etc. Vous l'avez bien compris. Mais là, on va parler exactement de la même propriété et de cette propriété qui a une histoire, qui a quelque chose de particulier, qui fait qu'il y a eu des phénomènes un peu surnaturels, paranormaux, qui ont eu lieu, dont on a été témoin, et qui, comment dirais-je, moi, ça m'a jamais fait peur, mais aujourd'hui, avec le recul, je pense que cette maison est clairement hantée et je pense que cette maison a une malédiction, clairement, vraiment. Mais vraiment, j'en suis convaincue. Après, encore une fois, ce sont des croyances personnelles. Il n'y a pas de lien fondé à part mon expérience. Si vous êtes mal à l'aise avec les choses comme ça, je vous invite à pas écouter ce podcast. Si vous n'y croyez pas et que vous trouvez ça rigolo, eh bien écoutez-le. Et si vous y croyez, je pense que vous allez me rejoindre sur certains points. Alors, il faut savoir, pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, que je suis méga de base, parce que j'ai changé depuis, mais je suis méga cartésienne. Mais plus cartésienne que moi, tu meurs. Je suis quelqu'un qui ne croyait pas du tout au surnaturel, au paranormal. Pourtant, ma maman, étant très là-dedans, très sensible, c'est probablement une hypersensible non diagnostiquée, mais bref, et ressentant beaucoup, beaucoup de choses depuis que je suis petite, je n'y ai jamais cru. Elle m'a toujours foutu les jetons avec ça, à tel point que quand j'étais petite, j'entendais des trucs, je voyais des trucs et ça me foutait les jetons et je faisais des cauchemars et machin. J'ai longtemps cru que c'était mon imagination et que j'entendais, je sentais par l'odorat et je voyais des choses dans mes rêves, mais c'était mon imagination. C'était mon imagination. J'avais aussi, j'ai des enregistrements que ma mère n'arrive pas à retrouver malheureusement, mais j'ai des enregistrements où je parle avec des amis imaginaires quand je suis toute petite. Alors, bien sûr, longtemps, j'ai cru que c'était mon imagination, etc. Depuis, j'ai fait beaucoup de chemin et je suis beaucoup plus ouverte que j'étais avant parce que j'ai vécu des choses aux États-Unis paranormales, encore une fois. En Louisiane. Alors ceux qui connaissent la Louisiane vont me dire ah bah bien oui j'imagine. Si vous ne connaissez pas, eh bien je vous invite à ne pas y aller en Louisiane. Clairement, ne mettez jamais les pieds en Louisiane. Pourquoi ? Parce que un, c'est moche. Deux, c'est hanté, surtout la Nouvelle-Orléans. C'est une catastrophe. Et comment dire, il y a une histoire. C'est une terre de souffrance. La Louisiane. Bon, bref, je ne vais pas spoiler. Encore une fois, j'ai fait des podcasts sur les États-Unis, notamment un podcast sur l'expérience surnaturelle paranormale qui m'est arrivée en Louisiane et notamment à la Nouvelle-Orléans. Donc, je vous invite à aller l'écouter si vous ne le connaissez pas. Et donc, du coup, depuis cette expérience aux États-Unis, je me suis complètement ouverte, malgré moi, parce que j'ai vraiment vécu des trucs physiques. Ça a été physique. C'est pas mon imagination ou dans un rêve où t'es moitié la tête dans le cul et puis que tu te dis « Oh, j'ai entendu un bruit, mais c'est rien, ça doit être ci, ça ». Non, là, j'ai vécu des choses physiques qui sont arrivées à des heures précises, avec des odeurs de cadavres, enfin, vraiment, vraiment des choses qui me sont arrivées. Et depuis cette expérience-là, je pense que mon cerveau a dégoupillé la dernière barrière, on va dire, qui me retenait entre le monde très cartésien et ce monde un peu, on va dire, surnaturel, paranormal, avec des expériences différentes de sensibilité, on va dire. Et depuis les États-Unis, je ressens beaucoup plus les choses. Bon, bref, c'est pas du tout le sujet de ce podcast, je crois qu'on pourrait en parler, parce que récemment, allez, petite anecdote, puisqu'on est là en papotage de copines, les gars. Récemment, on est allé voir des amis à Nantes et il y avait ça s'appelle le voyage à Nantes. C'est plusieurs expositions d'artistes dans toute la ville de Nantes, très très sympa. Et il y avait une exposition d'un artiste, enfin de plusieurs artistes même, dans une crypte. Une crypte, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros les tombeaux qu'il y a en dessous d'une église, quoi.
J'ai pas capté, moi, une crypte, les gars, j'ai pas capté. Moi, j'adore l'histoire, en plus, j'adore vraiment, je suis une férue d'histoire. J'adore l'histoire du monde et j'adore visiter des lieux historiques. Donc, j'en ai visité plein. Aux États-Unis, notamment, j'étais à Pearl Harbor. Quelle idée, j'allais dire quelle horreur. Mais oui, quelle horreur et quelle idée d'y avoir été, puisque, ben, souffrance énorme. Moi, en fait, quand il y a des énergies et des mémoires sur la Terre, c'est-à-dire qu'il y a eu des massacres, des horreurs, la Terre, pour moi, a une mémoire, hein, j'en suis persuadée, et refoule ces énergies négatives, on va dire. Pour moi, je le ressens comme ça. Et quand je mets un pied physiquement un pied sur les terres qui ont emmagasiné des énergies comme ça négatives, je ressens des choses, physiquement parlant, très difficiles. Pour schématiser, c'est comme si je me trouvais devant un vide, j'ai très très mal au ventre. Je ne sais pas si vous voyez la sensation de vertige. Voilà, ça me fait ça, j'ai très mal au ventre, j'ai une angoisse qui me monte, mais extrêmement violente, comme si j'étais en danger, j'ai un mode survie qui s'active, je commence à suffoquer, à suer énormément, je transpire beaucoup, 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 j'ai des envies de vomir, et ça peut aller jusqu'à même, je sente par l'odorat, des odeurs de cadavres, de choses comme ça. Donc, maintenant, c'est simple, dès que j'ai les premiers symptômes, ça peut m'arriver n'importe où. Ça m'est arrivé dans les lieux aux États-Unis qui n'avaient rien à voir. Genre des canyons, une grotte, mais je pense que dans ces endroits-là, il y a eu des morts ou des choses comme ça. Pour moi, c'est cette explication-là. Et Pearl Harbor, les gars, ça a été un massacre sans nom. J'ai mis le pied à Pearl Harbor et je me suis dit, oh putain, je me sens pas bien, je me sens pas bien, je me sens pas bien. J'ai subi la visite, parce qu'une fois que tu es dans le bateau, tu peux pas faire grand-chose, hein, tu peux pas faire demi-tour. J'ai subi la visite, vous n'imaginez pas, pendant 2 heures. Et donc, dans la crypte, il m'est arrivé la même chose. Donc, je suis descendue dans la crypte. Ça a duré 2 minutes top chrono. J'étais avec mon chéri Flo et des amis. J'ai dit à Flo, je me sens pas bien, il faut que je remonte. Il m'a dit, ça va, tu veux que j'aille avec toi? Je dis, non, non, t'inquiète pas, tu restes, fais ta life, moi j'ai juste besoin de sortir. Je suis sortie, les gars, terminus, plus rien. C'est physique, quoi. Donc maintenant, je m'écoute. Avant, je m'écoutais pas. Et donc, on revient de nombreuses années en arrière, une dizaine d'années en arrière, où j'acquiers la propriété équestre que j'avais avec mon ex-mari, qui était mon mari à l'époque, Jérémy. On achète cette maison, vraiment pas chère. Alors, à l'époque, le marché immobilier était vraiment très bas. Ça se vendait plutôt mal, mais pas comme aujourd'hui. Hein. Ça se vendait mal, mais bien, on va dire. Hein. Par rapport à aujourd'hui, ça se vendait bien. La maison, elle avait commencé à être rénovée, mais elle n'était pas du tout finie de rénover. Hein. Elle était vraiment encore en travaux. Il y avait beaucoup de trucs à faire. Et surtout, il y avait 1 hectare de terrain. Il n'y avait pas de voisins. Moi, c'était vraiment un critère, parce que le bruit, en fait, moi, je suis, étant hypersensible, je suis hyper esthésique du bruit. C'est-à-dire que je ne supporte pas le bruit. Et en fait, les voisins, moi, ça m'oppresse beaucoup, parce que souvent, il faut se le dire, hein, s'il y a des enfants ou il y a des chiens, ou un truc tout con, un coq, ça va faire beaucoup, beaucoup de bruit. Et moi, ça me rend barjo. Je supporte pas ça. Malheureusement, c'est chiant, c'est comme ça. Donc, on s'était dit, tous les deux, Jérémy était un peu pareil, et lui, il n'était pas très sociable. Il avait dit, pas de voisin, très bien. Donc, premier voisin à 500 mètres, on est au milieu de la nature, le cadre était incroyable, 1 hectare de pré pour accueillir mes chevaux. Bref, c'était vraiment le paradis. On a fait énormément de travaux dans cette maison, notamment extérieure, où on a créé une carrière, on a fait faire une carrière, on a fait drainer les paddocks, on a fait des installations équestres qui étaient inexistantes. Hein. C'était une terre en friche, et on en a fait une propriété équestre, avec 3 box dans la grange, etc., etc. On a tout aménagé, tout pensé pour que cette propriété devienne une propriété équestre. Donc, mon rêve de petite fille. J'étais extrêmement heureuse de cette maison, et on était vraiment en couple depuis peu. C'était moi, c'était pas mon premier achat immobilier, mais Jérémy, oui. Bon, c'était vraiment, on avait mis tout notre cœur. Hein. Moi, je suis issue d'une famille où mes parents n'ont jamais divorcé, donc pour moi, j'allais y rester toute ma vie et mourir clairement dans cette maison. La vie en a décidé autrement, et je suis très heureuse aujourd'hui de ma situation, mais c'est pour vous remettre un peu dans le contexte de l'époque. Et donc, on achète cette maison, on fait tous les travaux, c'est le bonheur, je ramène mes chevaux, ça se passe super, etc. Et très vite, alors, je vais vous expliquer un petit peu la situation aussi de la maison. Elle a été vendue par un couple qui divorçait. Cette notion,
est très importante, vous allez comprendre pourquoi dans la dynamique, mais gardez cette info, vous saurez plus tard pourquoi. Donc on est dans la maison, on est très heureux, tout se passe très très bien. Pendant de nombreuses années, on vit une vie sereine. Mais il y a des phénomènes qui apparaissent dans la maison qui sont très bizarres. Les premiers phénomènes, ils apparaissent au tout début de l'achat de la maison, clairement, où on a beaucoup de jeux de lumière. Alors, je sais que les personnes qui sont sensibles à ça, qui pensent, enfin qui croient à une vie après la mort, aux esprits, etc., savent ce que ça veut dire, ce jeu de lumière. En fait, des interférences dans la lumière, je ne sais pas si vous voyez, comme des petits courts-circuits de jus, mais la lumière elle s'allume, elle revient, elle change d'intensité, elle s'intensifie, elle est un peu moins intense, ça revient, nanana. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le genre. Très fréquemment, on a ça dans cette propriété. Au début, on pense que c'est les souris, parce que c'est une propriété qui a été pas très bien entretenue. Je vous rappelle, on est en plein milieu de la campagne. On entend beaucoup de souris dans le grenier. Enfin, c'est pas un grenier, dans les combles. Et du coup, on décide de mettre des produits, chose que je déteste, mais bref. On est infesté de souris, hein, clairement. Donc, on met des tapettes, des machins, bref. Effectivement, il y a beaucoup de souris. On décide d'adopter très vite des chats pour qu'ils nous chassent les souris. Malheureusement, et ça fait partie des malédictions, énormément de nos animaux vont mourir dans cette maison. Énormément. On ne parle pas de 1 ou 2 animaux, non, on parle de énormément d'animaux. Je vais vous les énumérer un par un, j'espère que j'en oublierai aucun. Notre premier chat, Socket, qui meurt, écrasé devant chez nous. On adopte un autre petit chat qui, juste avant notre mariage, la veille de notre mariage, qui est jeté dans les buissons à côté de nous, qui s'appelle, on l'appelle Cacahuète au début, mais ça finira, qui s'appellera Lardon. Lardon meurt quand je suis au Kilimandjaro, juste avant de quitter cette maison, enfin de vendre cette maison. Il meurt quelques mois avant la vente de la maison. Il meurt au milieu du jardin, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe, il va mourir au milieu du jardin. Probablement un empoisonnement, on ne sait pas. On a un autre petit chat qui s'appelle Mogwai, qu'on appelle Kreut. Kreut, il mourra devant chez nous, écrasé. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est une rue passante. Oui, mais c'est pas fini, les gars. Donc, tous nos chats se font écraser quasiment. Donc, Kreut mourra écrasé devant chez nous. Potatoes, une autre petite chatte noire qui était l'amour de la vie de Jérémy, mourra écrasée devant chez nous. C'est une hécatombe. On aura Pâquerette, une chèvre, qui mourra de faim. Enfin, une horreur, parce que en fait, il y avait de l'herbe à foison dans cette maison, mais malheureusement, peut-être un manque de connaissance de ma part, j'apprendrai que les chèvres, c'est assez difficile. Et voyant qu'il y ait plein d'herbes dans le jardin, j'ai pensé que ça les nourrirait, et en fait, je pense qu'elles s'empêchent de manger ces herbes qui sont peut-être pas bonnes pour elles, et elles meurent de faim. Enfin, je sais pas, de maladie, enfin, en tout cas, Pâquerette mourra. Une autre chèvre, Coccinelle, elle mourra aussi. À 2 doigts de perdre Woody, mon petit bouc castré, qui je l'emmène à bout de force chez le vétérinaire. Il arrivera quand même, tant bien que mal à s'en sortir. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Tifozzo s'en ira 2 fois. Il sautera 2 fois la clôture pour partir plein galop sur la route. C'est un cheval, sincèrement, qui n'a jamais fait ça de sa vie, mais par 2 fois, il pètera un plomb dans la carrière parce qu'il avait des douleurs, parce que ci, parce que ça. Il pètera un plomb dans la carrière, il sautera la barrière de la carrière, il sautera la barrière du portail et il partira sur la route par 2 fois. Je crois que c'était à peu près tout. Alors non, bien sûr que non. Cafou, mon chihuahua, mourra de plus ou moins, on ne sait pas, un problème au cerveau, on ne sait pas ce qui se passe. Yuki, alors Yuki, ma petite Spitz, n'est pas morte dans cette propriété, mais cette propriété n'était pas encore vendue. Quand elle est morte chez le vétérinaire, on l'a dû l'euthanasier parce qu'elle avait une infection de l'utérus. Cette infection a démarré dans la propriété. Et quand je suis partie dans l'appartement, on l'a euthanasiée quelques semaines plus tard et on l'a enterrée dans cette propriété, comme tous les animaux d'ailleurs que je vous énumère.
Donc, j'en sais pas à combien, je sais pas à combien j'en suis, hein, mais un sacré paquet. Hein. Cafou, Yuki, Potatoes, Creute, Soquette, Pâquerette, Coccinelle. On est à 7, les gars. 7 animaux morts. Lardon, 8. 8 animaux morts. Je n'ai jamais perdu autant d'animaux en si peu de temps. C'est simple, avec Jérémy, on faisait des calculs que tous les ans, on avait un de nos animaux qui allait mourir. Tous les ans. Et tous les ans, on s'attendait à avoir un animal mort. C'est ce qui s'est passé à chaque fois. Une hécatombe. Donc on avait ces phénomènes de lumière, on avait ces phénomènes de nos animaux qui mouraient, sans expliquer trop pourquoi. Alors oui, c'est la route, oui, des maladies, oui, mais bon, je veux dire, toute ma vie, j'ai eu des animaux, j'ai pas eu autant de statistiques d'animaux décédés comme ça dans ma vie. Enfin, le nombre aussi, on a eu des poules, oui, ça, le nombre de poules qui sont mortes comme ça, on ne sait pas pourquoi. Alors, il y a eu des renards, il y a eu un renard qui est venu faire une razzia, ok, mais on a eu des poules qui sont mortes, on ne sait pas ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, on arrive, la poule, elle est morte, alors que la veille, elle allait très bien. Donc, voilà. Les poules, hein, on a dû en perdre 5 ou 6, quoi. Un coq compris, ouais. Ouais, on a perdu 5 ou 6 poules, quoi. Plus un coq. Donc oui, on a perdu beaucoup d'animaux. Ça fait beaucoup d'animaux. Donc ces phénomènes de lumière. Un soir, je fais la cuisine. Alors, il faut savoir, je ne suis pas une bonne cuisinière. Mes anciens collègues et mes amis me connaissent par cœur et savent que lorsque je fais un gâteau, quand je me sers du four, en général, c'est pas bon signe, parce que je fais toujours trop cuire les trucs, que ce soit des gratins, des gâteaux, des machins. Je ne sais pas me servir d'un four. Mais ça, c'est historique. Hein. Ça a toujours été. Alors, je vous dis ça parce que ça a de l'importance. Et du coup, ce soir-là, c'était moi qui faisais toujours à manger, hein, parce que Jérémy, il faisait pas du tout à manger, lui. Donc, je faisais toujours à manger. C'était pas fameux, mais au moins, on mangeait, quoi. Et je décide de faire un gratin de je sais pas quoi. Je mets le four à chauffer. Et je mets le four à chauffer plus fort. Dans la recette, de mémoire, ça devait être 180. Oui, c'était 180 degrés. Et je vous dis une connerie, je mets le four à 200 ou à 210 à chauffer. Et en fait, on avait un four où à numérique, là, où c'est écrit en lettres, en chiffres lumineux, là, la température. Et quand tu tournes le bouton, ça fait tic, 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 tic. Ça fait un bruit numérique. Et j'étais donc, la cuisine étant, vous imaginez, je suis assise dans la table de la salle à manger, la cuisine étant sur ma droite, dans la pièce directement communicante. Donc j'ai vu sur le four. Je suis en train d'écrire un truc ou sur mon téléphone sur la table de la salle à manger, j'ai vu clairement sur le four. Jérémy, mon ex-mari, était dans son bureau, dans 2 autres pièces plus loin. Donc il n'était absolument pas à côté, ni dans la cuisine, il n'aurait absolument pas pu interagir ou faire quelque chose sur ce fameux four. Vous allez savoir pourquoi je vous dis ça. J'entends tic, 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 tic. Et je lève pas les yeux de mon téléphone et je dis à Jérémy, je dis, pourquoi tu bouges le truc du four? Et il me dit, quoi? Et là, je regarde le four et je vois les chiffres descendre de 200 ou 210, je ne sais plus combien il y avait, à 180. Et on entend le touc, 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 et je vois les chiffres qui baissent. Et ça s'arrête à 180. Et là, je dis à Jérémy, Jérémy, il y a un problème, il y a des fantômes dans cette baraque. Alors, je vous rappelle, je suis hyper cartésienne. Hein, jamais j'utilise le mot fantôme, clairement, à cette époque-là. Hein. Je lui ai dit, c'est pas possible, il y a un truc trop chelou qui vient de se passer. Je viens de voir de mes propres yeux le four qui descend. Et là, il me dit, mais non, mais n'importe quoi. Il sort de son bureau, il vient me voir, il me dit, mais n'importe quoi, c'est toi qui as touché. Je lui dis, mais non, je te jure, je raconte l'histoire. Il me dit, c'est bizarre. Et là, c'est au début qu'on est là-bas. C'est au début de l'achat de la maison. Et là, on fait un petit peu le rapprochement en se disant, c'est peut-être le court-circuit des souris. Vous vous rappelez, la lumière qui va, qui vient, machin, et on pense à cette époque-là que c'est les souris. Et je dis à Jérémy, c'est quand même hyper chelou, parce que le bouton a tourné. Alors, je le voyais pas, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas de mémoire, j'ai pas le souvenir d'avoir vu le bouton physiquement tourner, parce que j'étais obnubilée par les chiffres qui baissaient. Mais je me rappelle avoir bien entendu le tout, donc le bouton qui tournait, le bruit du bouton qui tournait. Je ne sais pas si physiquement le bouton a tourné dans le vide.
et les chiffres qui baissaient, quoi. Et là, en rigolant, je me dis, c'est un fantôme qui m'a fait mettre la bonne température à la recette parce que j'ai dû me tromper. Je dis ça en rigolant, mais j'étais persuadée j'étais sûre de moi que le four, fallait le mettre à 200 puisque je l'avais mis à 200. Et en regardant, je regarde la recette, effectivement, il faut le mettre à 180. Bon, vous allez me dire, dans toutes les recettes, il faut mettre le four à 180. Je suis entièrement d'accord. Mais ça n'empêche pas que c'est quand même hyper chelou que le four baisse tout seul, quoi. Donc bref, on met ça sur le dos des souris, encore une fois. Les souris, vous verrez, elles ont vraiment bon dos, hein. Autre anecdote, moi je suis quelqu'un, petite, à faire beaucoup, 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 beaucoup de cauchemars. Petite, je n'arrivais pas à dormir. J'avais très peur de m'endormir parce que je savais que j'allais faire des cauchemars. Et je me réveillais en pleine nuit, j'étais insomniaque, je faisais des terreurs nocturnes et je faisais énormément de cauchemars où je voyais des gens, où je voyais des choses vraiment horribles. C'était vraiment des cauchemars. J'en fais encore, très rarement. Mais quand je les fais, je sais pourquoi. Et j'appelle ça des cauchemars de fantômes. Et c'est vraiment des cauchemars parce qu'il y a des esprits ou des choses comme ça. Aujourd'hui, j'en suis persuadée. Je sais qu'il y aura des gens qui n'y croient pas du tout, qui vont me dire « Ah, Steph, tu pars trop loin et tout. » Peut-être. Et j'ai beaucoup de respect pour ce que vous pensez parce que j'étais exactement comme vous avant. Et si je m'écoutais quelques années en arrière, si j'écoutais le podcast que je suis en train de vous faire 10 ans en arrière, je m'auto-foutrais de ma gueule. Et je dirais « Mais elle est folle, cette meuf. » Mais aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu, je suis sûre de moi. C'est mes intuitions, c'est mon ressenti, c'est mon expérience qui parle. Et je sais que quand je fais des cauchemars comme ça, c'est pas anodin. Et c'est parce qu'il y a des esprits, des choses qui rôdent dans la maison, des énergies négatives qu'ils viennent me visiter en rêve. Et souvent, j'arrive à les identifier. Et souvent, j'ai eu l'expérience et la preuve que ce que j'avançais était vrai. Je vous raconterai une autre anecdote dans le Montana que j'ai dû déjà vous raconter d'ailleurs. Bah oui, je vous l'ai raconté dans un des podcasts de surnaturel que j'ai vécu aux US, donc je ne vais pas re-spoiler, je vous invite à aller l'écouter. Donc bref, il y a des cauchemars que je fais. Moi, ça apparaît en rêve, hein, tout le temps. Jamais quand je suis... c'est une fois en Louisiane, quand j'étais lucide, quand j'étais réveillée. Mais moi, c'est 99% du temps en rêve. Et donc, dans cette maison, dans cette propriété équestre, je fais énormément de cauchemars. Comme quand j'étais petite. Ça faisait de nombreuses années que ça ne m'était pas arrivé. Et je me revois petite à refaire des terreurs nocturnes, refaire des cauchemars. Je subis des paralysies nocturnes. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est pas le mot, je crois. Je me trompe de mot, mais vous savez quand vous êtes paralysé, que vous vous êtes réveillé, mais que vous ne pouvez pas bouger ni respirer. Ça m'arrive fréquemment. Ça, c'est des choses qui me sont très rarement arrivées dans ma vie, hein. À part à des endroits où justement, petites ou des choses comme ça, ou des endroits très chargés en énergie, en esprit, tout ce que vous voulez. Et je fais beaucoup de cauchemars. Et moi, je suis somnambule. Donc, je parle et je bouge dans mes rêves. Et en fait, c'est Jérémy le matin. Moi, je ne me souviens pas de mes rêves 90% du temps. Et c'est Jérémy le lendemain matin qui me raconte mes rêves terrorisés. J'arrive à lui foutre les jetons. Donc apparemment, je me lève de mon lit, je m'assois dans le lit, il me dit « qu'est-ce qui t'arrive ?» Et je lui dis « y a une dame au bout du lit qui nous regarde. » Et lui, il joue le jeu. Alors lui, c'est quelqu'un de très cartésien, Jérémy, hein. Et il ne croit pas du tout à ces choses-là. Donc au début, il s'en amuse et il me pose des questions, au début des cauchemars. Et il me dit alors, elle fait quoi la dame ? Et je lui décris tout. Elle est habillée comment ? Et je lui décris tout. Donc ce sera une dame. Il y avait une dame qui était donc là-bas dans cette propriété. Il y avait aussi un enfant, un petit garçon qui courait. J'arrive à situer les dates à peu près parce que j'arrive à situer les époques grâce aux vêtements dans mes cauchemars. En fait, toujours les personnes qui viennent me visiter ont des habits d'époque et d'époque de leur époque et ça me permet de savoir à quelle époque ces gens-là ont vécu. En l'occurrence, cette dame et ce petit garçon ont vécu, j'estime, à peu près en 1800, quelque chose comme ça. Ah, vous allez me dire, ouais, mais n'importe quoi, ta maison, elle n'est pas issue de 1800, elle est issue de 1970, donc il n'y avait pas de maison avant. Oui, mais il y avait probablement une autre maison avant, ou en tout cas, ces gens-là, pour moi, pour ma part, ils étaient physiquement là à une époque qui ressemble à 1800, puisqu'ils ont des vêtements de cette époque-là à peu près.
Bref. Encore une fois, c'est que mon ressenti, c'est que mon expérience, c'est pas une vérité absolue, c'est ce que moi je pense. Et c'est un podcast, je suis là pour vous raconter mes histoires. Vous en faites après ce que vous voulez. Hein. On n'est pas là pour dire elle a raison, elle a tort, personne n'a raison, personne n'a tort. Je vous raconte juste mon histoire. Vous y croyez et vous avez des expériences similaires, bah, tant mieux, parlons-en. Vous n'y croyez pas et vous trouvez ça débile, bah, tant mieux, parlons-en. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est fait pour ouvrir le débat, hein, tous ces podcasts, et j'adore avoir vos retours de podcasts, notamment en DM sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages privés ou même en commentaire hein, sous ce podcast. Si vous avez envie que ce soit public, eh ben, allez-y, au contraire, hein, c'est chouette. Les DM sur Insta, c'est plus si vous avez envie de parler en mode privé. Eh ben, moi, j'adore. Donc, ponycan-le-blog sur Insta. Allez-y, faites-vous plaisir et envoyez-moi vos DM. Et donc, du coup, je fais beaucoup de cauchemars. À tel point que je télécharge une appli qui enregistre ma parole pendant le sommeil pour savoir ce que je raconte. Parce que j'en peux plus que Jérémy me raconte mes rêves tous les matins et je ne m'en souviens pas. Alors, c'est assez curieux parce qu'il n'y a que dans cette maison-là que je ne me souviens pas du tout de mes rêves à 90%. La plupart du temps, et encore aujourd'hui, je me souviens vraiment très très bien de mes rêves. Et même petite, je me suis toujours souvenu beaucoup de mes cauchemars et de mes rêves, au point où je les racontais beaucoup à mes parents. Donc, je ne comprends pas dans cette propriété équestre. Je sais que je rêve énormément. Je suis épuisée le lendemain, à chaque fois le matin quand je me lève, mais je ne sais pas de quoi j'ai rêvé. Et c'est Jérémy qui me raconte. Donc, ça dure tout un temps. Et à tel point que je commence vraiment à foutre les jetons à Jérémy. Et à chaque fois que je m'assois dans le lit pour raconter un truc, il me fait des tapes sur le front en plein sommeil pour que je me rendorme en fait. Il en peut plus des histoires, ça commence à lui foutre les jetons et du coup, quand je me lève, il me poque le front, hein, le gros violent. Et comme ça me réveille et après je me dis « Oh merde, je suis encore en train de rêver, je me rendors ». Mais ça dure des années. Je crois pas, j'ai pas de souvenir dans cette propriété ne pas avoir fait de cauchemars. Alors, c'était pas toutes les nuits, encore heureux, mais c'était très fréquent. Donc voilà, je me rappelle de ça. Donc le petit garçon, la dame, ça c'est vraiment des rêves qui reviennent très fréquemment. Il y a une dame et un petit garçon, très fréquemment. Pas méchant, hein, le petit garçon, je le vois courir dans le couloir, parce qu'on voyait le couloir de notre chambre. Et la dame, elle est toujours autour de mon lit. Elle est dans la chambre. La dame, elle est dans la chambre. Elle n'est pas méchante, mais elle est effrayante. On sent qu'elle n'est plus là, hein, qu'elle est en mode fantôme. Elle me fait peur. Elle me fait peur. Et il y a une autre entité, je ne sais pas ce que c'est, parce que ça n'a pas forme humaine. Je le vois comme une grosse masse sombre, un espèce de nuage sombre noir. Et c'est ce nuage noir qui me paralyse. Quand j'ai mes 2-3 fois, je me réveille paralysée. Je ne peux pas respirer, je ne peux pas crier, je ne peux pas parler. Et comme ça, j'essaye de crier, je suis comme ça. Il y a ce son-là qui sort. Alors je le sais parce que grâce à l'appli que je mets en place sur plusieurs nuits, où en fait j'arrive à capter le moment où j'ai un moment où je suis paralysée, où je peux plus crier. Et en fait, quand ça m'arrive dans mes rêves comme ça, le son qui sort, c'est un son comme qui vient de très très loin. Et en fait, quand c'est comme ça, c'est cette espèce d'entité, j'imagine, cette espèce de nuage noir là qui vient et qui me paralyse. Et je sais pas ce que c'est. Et ça fait très peur. Et ça me terrorise, ce truc. Il me terrorise. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas d'où ça vient, mais ça me terrorise. Encore à l'époque, je vous rappelle, je suis ultra cartésienne. Toute ma vie dans cette maison, je serai cartésienne. Je ne suis plus cartésienne depuis mon expérience aux États-Unis, enfin en Louisiane, cumulée à tout ce que j'ai vécu dans cette maison. Hein. Mais pendant 10 ans où j'ai vécu dans cette maison, toutes les expériences que je vais vous raconter, je trouverai toujours une explication cartésienne. Donc là, je sais qu'à l'époque, je suis pas mal stressée par mon travail, qui n'est pas du tout le travail que je fais aujourd'hui. Je suis responsable d'une annexe de concession automobile et ça me stresse beaucoup, c'est beaucoup de pression des chiffres, etc. Et je mets ça sur le dos du stress. Je me dis, je suis très stressée, etc., etc. Je dors mal, etc., etc. Donc, j'essaye de prendre de la mélatonine, des machins, rien n'y fait, bien sûr, de me reposer plus, rien n'y fait, même quand je suis en vacances, rien n'y fait. Bref, rien n'y fait. Autre phénomène très curieux, un soir, c'était à l'époque, on était un peu parano et du coup, c'est pour ça qu'on veillait un peu tard le soir, de l'époque des égorgements de chevaux ou des coupages d'oreilles, là, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez suivi ça sur les infos, mais pendant tout un moment, plusieurs années, il y a eu des gens qui venaient éventrer, enlever les yeux, les oreilles des chevaux
dans les prés et on ne sait pas pourquoi ils faisaient ça. Moi, j'avais mes chevaux chez moi, j'avais une caméra de surveillance, j'avais tout ce qu'il fallait, mais quand tu dors, tu dors. Et je vous rappelle qu'on était dans un endroit en pleine campagne, sans voisins, sans possibilité de se faire voir par, si tu es un cambrioleur ou un éventreur de chevaux, si les propriétaires y dorment, ils ne se réveillent pas, tu risques rien. Comme chien de garde, on avait un chihuahua, un spitz nain, autant vous dire qu'ils ne risquaient rien, les mecs. Donc, voilà. On s'était déjà fait visiter par des cambrioleurs une fois, qu'on avait chopé sur le fait accompli. On n'était pas serein par rapport à ces trucs de chevaux. Et un soir, je me rappelle, Jérémy, en fait, la salle à manger donne sur une baie qui donne sur le jardin, qui donne sur des champs. Et notre jardin est clôturé par des grillages. Et en fait, derrière notre jardin clôturé par un grillage, il y a un champ. Et ce champ, on peut continuer vers la gauche et on arrive dans le champ des chevaux. Il y a une espèce de clôture électrique, tout ça, un grillage, mais c'est pas très bien clôturé. On peut passer sous la clôture électrique et communiquer avec notre propriété, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une clôture à chevaux, hein. Notre jardin, lui, est par contre bien clôturé avec du gros grillage rigide. On ne peut pas rentrer comme ça, même en enjambant, parce que le grillage est très haut. Donc, il faut vraiment contourner tout le jardin, passer par le pré des chevaux pour rentrer dans notre propriété. Et là, Jérémy me dit « Putain, il y a quelqu'un dans le champ, dans le fond. » Et là, premier réflexe qu'on a, on éteint toutes les lumières de la salle à manger pour pouvoir voir via la baie si on voit une ombre dans le fond de notre jardin et donc juste derrière le grillage, c'est-à-dire dans le pré, dans le champ du voisin, quoi. Et là, effectivement, je vois aussi une silhouette. C'est la silhouette d'un homme. Et là, branle-bas de combat, on prend le téléphone, on appelle les gendarmes et on s'équipe, on prend des fourches, des machins et on va à la rencontre du mec. C'est vrai nous, on n'était pas trop peureux. Et dès que les cambrioleurs, c'était pareil, on avait fait la même chose. Le mec, on l'avait surpris, s'était barré en courant, voilà quoi. Mais ce qui est complètement inconscient au passage, hein, parce que bon, on est en France, on n'est pas aux États-Unis, tout le monde n'a pas d'armes, mais le mec, il peut avoir un fusil de chasse et nous plomber, hein, surtout qu'il n'y aura pas de témoins. Hein. Mais bref, donc du coup, on prend des fourches, on prend tout ce qu'il faut et on va. Moi, mon premier réflexe, c'est que je vais dans les écuries, j'allume toutes les lumières pour voir déjà si mes chevaux sont au box à l'époque, hein, on est au mois de novembre, et je veux voir si mes chevaux vont bien. Parce que, premier truc, je me dis, mon Dieu, c'est un éventreur de chevaux, quoi. Et là, alors les flics magistrales, ils ont plusieurs cas de problèmes d'éventreurs de chevaux dans notre coin. Ils viennent tout de suite. Mais franchement, ils viennent, mais je ne vais pas exagérer en vous le disant, mais moins de 10 minutes plus tard, en moins de 10 minutes, ils sont là. Toute une équipe, hein. Il n'y a pas un ou deux mecs qui viennent. Ils viennent à 5, je dirais entre 5 et 10, je ne sais pas combien ils étaient, mais ils étaient nombreux. Avec des flingues et tout le bordel. Hein. Les mecs, ils ont les gilets pare-balles et tout. Hein. Ils rigolent pas. On leur dit, il y a un mec, on a des chevaux, on a très peur d'eux. Moins de 10 minutes, les gars, ils sont là. En moins de 10 minutes. Sachant que moi, je connais la maison par cœur, vous, ça va peut-être pas vous aiguiller, mais c'est impossible qu'il soit parti sans que les gendarmes ne soient tombés dessus. Je vous explique pourquoi. Le mec, quand on a vu la silhouette du mec, si c'était un vrai mec, encore une fois, c'est pour ça que je vous parle dans cet épisode de Paranormal, parce que pour moi, je ne comprends pas où est-ce qu'il a pu s'évaporer. Le mec a contourné notre jardin. On l'a vu au moment où il était dans le fond de notre jardin. Il s'est passé 10 minutes top chrono entre le moment où on a vu sa silhouette, on a pris le téléphone, on a appelé les gendarmes et le moment où les gendarmes sont venus. En 10 minutes, vous allez me dire, ouais, il a pu rebrousser chemin et courir. Oui, sauf qu'il y avait 2 patrouilles de gendarmes. Il y a une patrouille qui est venue chez nous, où ils étaient entre 5 et 10, là je ne sais plus, on va dire 7. Et une autre patrouille en voiture où ils ont contourné, en fait, par la route, toute notre propriété, y compris le champ du voisin. Donc, ils seraient forcément tombés sur la personne ou sur sa voiture qu'il aurait pu garer à l'autre bout du champ, plus loin. C'est impossible qu'il se soit évaporé. Les gendarmes ont ratiboisé le champ.
Ils ont fait une espèce de battue. Ils se sont mis les uns à côté des autres et ils ont ratiboisé le champ avec des lampes torches, des maglights et tout le bordel. Et ils ont fait comme s'ils cherchaient quelqu'un de disparu. Donc, moi, je les ai vus en action. Ils ont été extrêmement professionnels. Ils ont pris le problème vraiment très, 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 très au sérieux. Et ils ont passé 2 heures chez nous à ratiboiser les champs aux alentours, à 2 patrouilles, une devant, une derrière. Ils ont fait un espèce d'étau. Donc, je veux dire, s'il y avait eu quelqu'un physiquement présent, il l'aurait forcément retrouvé, sauf, il y a 2 explications possibles. Soit le mec, il s'est planqué jusqu'à temps que les gendarmes s'en aillent. Je ne sais pas où, parce que c'est un champ, je vous le rappelle, et il n'y a pas de haie. Donc, je ne sais pas où est-ce... Et c'était en plein mois de novembre, il n'y avait pas de hautes herbes, de maïs, de quoi que ce soit. C'était un champ en friche. Basta, les arbres n'avaient plus de feuilles. Donc, les haies sur les côtés qui séparent les champs, il n'y a plus de feuilles. Je ne sais pas où le mec a pu se planquer. Le seul endroit où il a pu se planquer, c'est dans un buisson de ronces collé à notre maison, qui est quasiment infranchissable. Enfin, le mec, je veux dire, on aurait entendu des broussailles pour rentrer dans les buissons. Enfin, on l'aurait entendu. C'est pas possible de ne pas faire de bruit. Donc, soit il s'est planqué, je ne sais pas où, soit il n'y a jamais eu de mec. Il n'y a jamais eu de mec. Jamais eu de mec, en fait. Jamais. Donc, on a vu une silhouette d'un homme. On a été 2 à le voir ce soir-là. Les gendarmes n'ont jamais rien vu. Ils n'ont jamais rien trouvé. Il ne s'est jamais rien passé. Et ça n'a jamais... on n'a jamais eu de nouveau la situation. Mais il y a cette silhouette d'homme, je la revois. C'est un homme un peu voûté. Enfin, vous savez, comme quand on est en train de marcher sur des œufs pour pas faire du bruit, puis pour se cacher un peu. Un homme d'une corpulence normale, d'une taille à peu près normale. Un homme. On sait pas ce que c'est. Les gendarmes, ils nous ont demandé une dizaine de fois si on était sûr et certain d'avoir vu une silhouette, si on était sûr et certain. On est deux à l'avoir vu. Jérémy, une première fois, on éteint les lumières, je me revois dire à Jérémy, éteins les lumières, on éteint les lumières, je vois la silhouette du mec, Jérémy me dit, c'est là, il est là. Et je me revois sortir dans les écuries tout de suite, appeler les flics en même temps avec le téléphone, et être dans les écuries et dire aux flics, on a allumé toutes les lumières, nanani, nanana. Et 10 minutes plus tard, ils étaient là. Où voulez-vous que le mec soit parti ? Impossible. Le mec, en 10 minutes, il n'a pas pu courir. Enfin, si, vraiment, il a pu. Mais alors, c'est un sprinter. Il n'a pas pu courir dans 2 hectares de champ, sortir du champ, prendre sa bagnole, partir sur la seule et unique route qui mène à ce champ, sans croiser les flics. C'est impossible. Et je vous rappelle qu'il devait être minuit, 1h peut-être, entre 23h et 1h du matin. Donc, je veux dire, si les flics avaient croisé la voiture, ils l'auraient arrêté. Parce que c'était pas normal que ce mec soit sur ce champ-là. Enfin, sur cette route-là, en tout cas. Donc, on sait pas. On sait pas ce qui s'est passé, on sait pas. Alors, peut-être que si moi, mon côté cartésien qui ressortirait, rationnel, me dirait que peut-être que le timing a été parfait et le mec est pile poil parti au moment où les gendarmes arrivaient et ils se sont croisés uniquement sur la grande route. Voilà. Mais ça reste une anecdote très bizarre. Une autre anecdote très bizarre, Jérémy, vous vous souvenez que je vous ai dit que le couple qui nous a vendu a divorcé. Jérémy, on s'est mariés dans cette maison, puisqu'on a fait la fête de notre mariage dans cette maison. Jérémy cassera ou perdra son alliance 3 fois. C'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est 3 fois. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Son alliance et la mienne cassera. Mon alliance cassera, son alliance cassera par 2 fois. Et la deuxième fois, il perdra son alliance. Alors, la première fois, son alliance casse, elle casse en 2. On l'a refait faire. La deuxième fois, elle se fissure. Moi, la mienne, elle était fissurée, elle était cassée à un endroit. Je la gardais quand même, mais elle était cassée. Je l'ai toujours d'ailleurs. Elle était cassée. Et sa deuxième alliance à Jérémy, elle fissure comme la mienne. Et il la perd. Il la perd une première fois. Je la retrouve. Il la repère une deuxième fois.
on la retrouve pas. Le thème de notre mariage, c'était l'Irlande. Et du coup, on avait fait faire ces alliances en Irlande, qui étaient des anneaux de clada, pour ceux qui connaissent un petit peu la culture celte. Et en fait, donc ces deux alliances de clada, ces deux anneaux de clada cassent et ou se perdent. Enfin, les deux ont cassé, mais il y en a une qui l'avait gardé cassée et il finit par la perdre 2 fois. La deuxième fois, on ne la retrouve pas. On en a marre et du coup, on décide de ne pas refaire faire les alliances parce que ça commence à coûter cher, hein, vous imaginez. Et on décide de prendre des alliances de mes grands-parents que mes grands-parents décédés m'avaient données. Et on décide du coup de prendre ces alliances comme bague de mariage du coup. Il perdra l'alliance de mon grand-père. Vu que c'était extrêmement cher à mon cœur, on a engagé un mec pour chercher avec son détecteur de métaux l'alliance qu'il a retrouvée dans notre jardin. C'est improbable. Je veux dire, enfin, qui perd 3 fois son alliance ? Je connais personne dans mon entourage qui perde 3 fois son alliance ou son alliance casse. La mienne compris. Ça fait 3 alliances cassées et 3 alliances perdues. Improbable. Donc, très mauvais présage sur le mariage. Quand on s'est marié, le jour du mariage, il n'y a pas eu de mauvais présage. J'ai même eu un papillon qui s'est posé sur ma robe. Et j'ai trouvé ça très poétique. J'ai jamais fait de recherche sur ce que ça voulait dire. C'est un papillon un noir et rouge. Je ne sais pas quelle est la race, l'espèce. Je ne sais pas quelle est cette signification. Peut-être qu'il faudrait que je regarde. Peut-être que je dis que j'ai jamais regardé. J'ai peut-être regardé à l'époque, mais je ne m'en souviens pas de la signification en tout cas. Mais il n'y a pas eu de mauvais présage. Il n'y a pas eu de mauvais présage. On a passé une très belle journée. Alors si, j'ai n'importe quoi. Bien sûr que si, il y a eu un mauvais présage. Puisque 2 jours avant notre mariage, je me tords la cheville et je me fais une triple entorse. Mais une entorse, mais phénoménale. C'est pas la petite entorse vite fait, c'est une entorse phénoménale. Mon pied est triplé de volume, je peux plus marcher, etc. 2 jours avant le mariage. Hein. Je me suis dit que j'étais maudite. Bon, voilà. L'adrénaline fait que le jour du mariage, en fait, tu sens plus rien. Hein. T'as tellement d'adrénaline que ton entorse, t'en as rien à secouer. Donc, je me suis tapé tout le mariage en talons sans aucun problème. Par contre, le lendemain, une catastrophe. Mais oui, je me suis tordue. Enfin, c'est pas tordu. Je me suis fait une espèce de bigan. À tel point que j'ai cru que ma jambe était cassée. Et non, ma jambe n'était pas cassée, mais c'est une entorse de la mort. Et 2 jours avant le mariage, quoi. Et donc, oui, mauvais présage avec ça, peut-être. On dit qu'une entorse, c'est que quand ça t'arrive, c'est que ta vie va changer. Bon, en l'occurrence, j'allais me marier, donc oui, c'était une étape dans la vie, quoi. Donc voilà, sinon, le jour du mariage, non, il n'y a pas eu de mauvais présage. Il y a eu une histoire anecdotique qu'on ne saura jamais, mais il y a quelqu'un qui a trompé sa femme et ou son mari à notre mariage, puisque il y a eu des gens qui se sont fait cramer dans une camionnette à faire des choses coquines, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, on n'a jamais su qui c'était. Personne n'a jamais voulu avouer qui c'était. Et c'était un très petit mariage. Hein. On n'était que en famille et entre amis. Et en fait, ça, c'est le tabou de ce mariage-là. On a interrogé toutes les familles, toutes nos familles, tous les amis, et ces personnes. Et c'est très, très drôle parce que en fait, il y a un secret en fait, lié à ce mariage et on ne sait pas qui a couché avec qui durant ce mariage. Mais ça se peut qu'il y ait des gens qui ont couché ensemble et on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui a trompé qui a trompé quoi. Enfin bref, ça c'est la petite anecdote. Donc voilà, donc encore une anecdote un peu paranormale. Et donc oui, pour en finir, pourquoi je vous raconte tout ça? Et vous allez me dire, mais est-ce que tu sais l'histoire de la maison pour qu'il y ait autant d'anecdotes paranormales ou des trucs surnaturels comme ça, des trucs des énergies, tout ça? Oui. J'apprendrai quelques années après l'achat par un voisin qui habite un peu la maison bourgeoise du coin, dans le lieu-dit qui est juste à 1 kilomètre plus loin que notre lieu-dit. C'est un vieux monsieur qui est là de génération en génération. Son logis
appartient à sa famille depuis X générations. Donc, il connaît toute l'histoire du coin. C'est un mec qui est né dans sa maison. Grosso modo, on va dire ça comme ça. Et en fait, il me dit, mais vous connaissez l'histoire de votre maison? Parce qu'au début, il nous dit, ah, vous avez acheté la maison? Ah ouais, d'accord. Et un peu étonné. Et je lui dis, mais pourquoi vous dites ça? Et en fait, il m'explique que c'est une maison qui est très très chargée, quoi. Et je lui demande, mais c'est quoi très très chargé? Et là, il me raconte l'histoire de la maison. Il me raconte qu'en 1970, donc à l'époque de la construction de la maison, c'est une famille, c'est des fermiers qui habitent là. Et en fait, c'est une famille avec donc, un couple et une jeune femme, leur fille. Cette jeune femme, elle a le permis, donc elle doit avoir 18 ans et plus. Je sais pas, à l'époque, en 1970, tu n'avais même pas le permis à 21 ans, mais bref. On va dire elle a 18 ans, ou plus. Elle vit encore chez ses parents, etc. Et donc à l'époque, déjà, aujourd'hui, c'est une route très très passante qu'il y a devant, c'est une départementale. Les gens, elle est très dangereuse cette route, les gens ne font pas attention. Mais aujourd'hui, on peut passer par la 2x2 voies qui est juste derrière, donc ça a déchargé un peu cette route, il y a moins de passages. Il y en a quand même beaucoup, mais moins. Mais en 1970, c'était uniquement cette route qui allait des Sables d'Olonne à La Roche-sur-Yon. Et du coup, c'est une route extrêmement passante. Il y a énormément de gens qui font cette liaison-là. Et à l'époque, ça devait vraiment être très 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 passant, quoi, parce que c'était la seule route principale qu'il y avait dans le coin. Et en fait, la maison étant très très mal fichue, elle est collée à la route et quand on sort et on est direct sur la route et il faut accélérer très vite parce que c'est à la sortie d'un virage, bref, c'est dangereux, quoi. Il faut accélérer très vite parce que les gens n'ont pas de visibilité, et ils sortent de leur virage et toi, tu es devant eux, quoi. Et en fait, malheureusement, c'est ce qui se passe pour cette jeune fille. Elle sort de chez elle avec sa voiture, elle se fait percuter par une autre voiture. La maman, entendant le bruit de l'accident devant chez elle, sort de sa maison. Et quand elle ouvre la porte qui donne directement sur la route, elle voit rouler la tête décapitée de sa fille. Je vous raconte l'histoire telle que l'on me l'a racontée. Je n'ai pas de preuves, je n'ai pas de faits, je n'ai jamais lu d'articles de journaux dessus. C'est vraiment l'histoire que ce voisin m'a racontée telle qu'elle. La maman, vous imaginez, ne supportera pas la mort de sa fille, à tel point qu'elle tombera dans une grave dépression. Et elle mettra fin à ses jours dans la maison. On ne sait pas par quel moyen. Alors, si, on sait, elle s'est attachée à une corde et voilà. Et ils la retrouveront le lendemain dans cet état-là. C'est le mari qui verra sa femme en premier. Et le mari, à son tour, a perdu et sa fille d'une mort tragique et sa femme d'une mort tragique. Il va devenir complètement fou. Ce voisin m'a raconté qu'en fait, il gardait, ce monsieur, sa maison, donc notre propriété équestre, comme une forteresse. Il avait un fusil et il laissait personne s'approcher de la maison. On ne sait pas pourquoi, personne ne saura pourquoi. Et tout le monde pensera dans le village, enfin aux alentours en tout cas, parce que je vous rappelle que la maison n'a pas de voisins, donc c'est des lieux-dits en fait à 1 kilomètre chacun qui communiquent par des routes. Et ça parle de lieu-dit en lieu-dit. Et ce qui se disait dans les lieux-dits, c'est que le monsieur avait perdu la boule. Il était devenu fou. En même temps, avec tout ce qui s'était passé pour lui, les gens comprenaient qu'il soit devenu fou. Mais c'était devenu très dangereux de passer devant chez lui parce qu'il sortait sa carabine facilement. Et puis, de nombreuses années passèrent comme ça. Et un jour, les gens ne voyant plus le mec, se sont inquiétés et ne l'ont jamais retrouvé. L'histoire qui se dit, c'est que lui aussi a mis fin à ses jours avec sa carabine, ou on ne sait pas comment, mais personne ne l'a jamais retrouvé. Personne ne sait où il est. Personne. Alors, j'ai une médium, moi j'en ai parlé à une médium, qui m'a dit qu'elle sentait qu'il était dans la mare. Effectivement, on a une mare. C'est une mare très peu profonde, qui est très régulièrement desséchée.
On n'a jamais vu de squelette dans cette mare. Alors, on n'a jamais creusé dans la mare non plus, hein, mais on n'a jamais vu de squelette dans cette mare, en tout cas. Jamais d'eau humain qui en soit ressorti. On n'a aucune preuve. On a un puits aussi au fin fond du pré qui est très profond. Donc peut-être que cet homme est dans le puits. Elle m'a dit qu'il était dans l'eau, en tout cas. Donc il y a le choix, hein. Il y a soit une mare, soit un puits, et juste derrière un étang. Donc peut-être qu'il est dans l'étang, peut-être qu'il est... La mare, ça me paraît curieux, mais elle sentait que c'était dans cette mare. Bon, ouais, bref, je ne sais pas. Mais peut-être qu'il est dans l'étang, peut-être qu'il est dans la mare, peut-être qu'il est dans le puits, peut-être... Je sais pas, je sais pas. En tout cas, on ne sait pas où il est, mais il est dans la propriété, puisque personne ne l'a jamais recroisé ni retrouvé. Donc voilà l'histoire de cette maison. Donc vous allez me dire, ah mais la femme, peut-être que tu voyais dans tes rêves, c'est elle. Je ne pense pas, parce que elle est habillée. La femme que j'ai vue était habillée d'une longue robe noire des années 1800, quand les femmes sont en deuil. Et ça correspond pas à l'année, quoi. Donc je pense pas que ce soit elle. Moi, je sais qu'il y a la présence d'une femme dans cette maison parce que je le ressentais. Et je pense que c'est indépendamment de cette autre femme que je voyais dans mes rêves. Je sais qu'il y a une femme et qu'elle est bienveillante. Et je pense, alors c'est mes intuitions, vous allez me dire, ah, tu pars loin, mais c'est pas grave, partons loin. De toute façon, j'ai rien à cacher, je m'en fous de ce que les gens peuvent penser. Je suis quelqu'un qui est très saine de corps et d'esprit, donc je sais qui je suis, je m'en fous de ce qu'on peut penser, c'est pas bien grave, mais je sentais que cette personne, en fait cette énergie féminine me voulait du bien. Mais, encore une fois, je suis persuadée qu'il y a une malédiction dans cette maison. Pourquoi ? Parce qu'avec Jérémy, on était vraiment un couple très fusionnel et ça s'est fortement dégradé. On est devenus des colocataires, des gens complètement différents. Alors, c'est pas à cause de la maison, hein. Bien sûr que non. C'est à cause de notre histoire de couple que je n'ai jamais raconté en podcast, volontairement. Et que je pense pas, en tout cas pour le moment, que je raconterai cette histoire en podcast parce que, pour préserver l'intimité de Jérémy, et que je pense que ça ne lui plairait pas que je raconte sa vie comme ça sur les réseaux. Il a fait partie de Ponycorn pendant de nombreuses années. Beaucoup de personnes, beaucoup d'abonnés le connaissent sous le nom de Ponydepp. C'était le personnage qu'il avait. Et j'ai pas envie de parler de notre intimité sans son accord. Et c'est un moment de ma vie que j'ai pas besoin de mettre en podcast. Peut-être que ça viendra un jour, mais en tout cas pour le moment c'est pas le cas. Et bref, donc c'est pas à cause de la maison, mais on divorce. On vend donc la maison, tant bien que mal, hein. Vous écouterez le podcast si vous avez envie, sur la vente de la maison, ça a été un calvaire, à un couple qui, 1 an plus tard, après l'achat de la maison, c'est-à-dire maintenant, probablement divorce puisqu'ils remettent en vente la maison de façon extrêmement urgente. Pour moi, je sais pas, hein, je sais pas s'ils se séparent ou pas, mais pour moi, je pense qu'ils divorcent. Aussi. En tout cas, qu'ils se séparent. Donc, je pense que cette maison... Alors, quel est le rapport entre le divorce et la perte de la jeune fille ? J'en sais rien. Pour moi, c'est la séparation d'une famille. La jeune fille meurt, la maman aussi met fin à ses jours, et du coup, la famille est séparée. Et peut-être que cette malédiction, la terre a une mémoire, la terre de cette propriété équestre, elle a une mémoire, et la mémoire, c'est ça, c'est la séparation des familles. Faire mourir les membres de la famille. Moi, mes animaux sont mes membres de ma famille. Je vous rappelle, au début de ce podcast, je vous ai dit, j'ai énormément d'animaux qui sont morts. Pour moi, tout ça, c'est pas anodin, tout ça, c'est lié. Il y a des énergies qui sont très négatives dans cette maison. Jusqu'au bout, hein, de la vente de la maison, il arrivera des choses. On aura une tempête qui arrachera un bout du toit 1 mois avant la signature de la maison. On aura des trucs comme ça. Plein de phénomènes bizarres qui indiqueront qu'il y a quelque chose qui est en colère parce qu'on vend la maison. Et moi, j'ai jamais été autant en dépression et mal dans ma peau que dans cette maison. Quand je me rappelle, quand je suis partie de cette maison et que j'ai habité dans mon appartement,
vous n'imaginez pas le soulagement que c'était. J'étais extrêmement heureuse dans mon appartement qui était à 2 pas de la maison, hein. J'étais la première voisine de ma maison, je pouvais aller, j'étais à 500 mètres à vol d'oiseau de mon ancienne maison. J'étais vraiment pas loin et je me sentais extrêmement bien et soulagée, libérée d'un poids, moins d'angoisse. J'ai arrêté de faire des cauchemars. Le jour où je suis partie dans mon appartement et j'ai arrêté de dormir dans cette propriété, je n'ai plus fait de cauchemars. C'est con, hein, mais c'est vrai. Et aujourd'hui, les cauchemars que je fais sont extrêmement rares. Les cauchemars de fantômes, comme je les appelle. C'est très rare. Là, dans la maison où je suis avec Flo actuellement, j'ai fait 2 fois des cauchemars de fantômes. Ça a fait 1 an que je suis dans cette maison, un peu plus d'1 an, que je suis dans cette maison avec Flo. Et j'ai fait 2 fois des cauchemars de fantômes. Je sais que c'est des cauchemars de fantômes. Et je sais que ce sont des esprits qui sont dans cette maison. Ils sont pas méchants. Enfin, il y a un couple que j'ai des années 80, vu leurs habits, qui sont pas méchants. Mais il est arrivé un drame à ce couple-là. Je sais pas quoi, mais il est arrivé quelque chose. Et un monsieur très méchant qui m'a mordu dans mon cauchemar et qui m'a mordu tellement fort que ça m'a réveillée. Et ouais, très bizarre, avec une très grosse terreur. Je me suis réveillée avec une grosse terreur. En fait, les cauchemars de fantômes, je me réveille avec une terreur. Et quand j'ai cette terreur-là, je sais que c'est un cauchemar de fantôme. Je peux faire des cauchemars horribles, mais vraiment horribles. Si c'est pas un cauchemar de fantôme, j'ai pas de terreur. Les cauchemars de fantômes, en plus, ne font pas forcément peur, hein. Là, quand j'ai rêvé du couple, ils étaient assis sur notre canapé, ils rigolaient, ils prenaient l'apéritif, il y avait de la musique, c'était très festif. Pourtant, quand je me suis réveillée, j'étais terrorisée. Parce que je savais que c'était des gens qui étaient morts ici. Enfin, qui étaient morts dans le coin. Enfin, il s'est passé quelque chose avec ces gens-là ici, c'était des gens morts. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je le sais, quoi. Alors, je sais encore une fois que les gens ultra-cartésiens, ils vont me dire « Mais t'es complètement jeté, va voir un psy ». Je vais voir une psy, hein, je vous rassure. Alors, pas pour ça, mais je trouve que voir une psy, c'est prendre soin de sa santé mentale et aller bien. Il n'y a pas que quand on va mal qu'on a besoin d'une psy aussi. Et je trouve ça hyper important de soigner autant son corps que son esprit. Et pour moi, une psy, c'est très important pour arriver à faire des liens, pour aider à se comprendre émotionnellement, etc. Et moi, ça m'aide beaucoup à me comprendre émotionnellement, à avancer dans ma vie, à faire un travail sur moi, etc. Et je trouve que c'est super de consulter des psys. Ça aide beaucoup. Mais bref, là-dessus, moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas peur, je me sens pas dérangée ou quoi que ce soit. Je sais que pour moi, via mon expérience, ça existe et je suis très OK avec ça. Après, j'entends qu'il y a des gens qui n'y croient absolument pas parce que j'étais dans ce cas-là avant, donc je comprends totalement. Mais voilà, donc à partir du moment où on a vendu cette maison, que ça a été terminé, beaucoup de choses se sont réglées naturellement. Moi, j'ai arrêté de faire, comme je vous disais, les cauchemars ont cessé à partir du moment où j'étais plus dans cette maison. Et surtout, beaucoup de trucs dans ma vie se sont débloqués suite à quand on s'est séparés physiquement et actement, notarialement de cette maison. Et la malédiction s'est transférée aux autres personnes, aux propriétaires. Et je pense qu'ils ont eu, pour vendre la maison aussi rapidement derrière nous, je pense sincèrement qu'il y a une vraie malédiction dans cette maison. Une vraie malédiction. Et aujourd'hui, si on me disait « Ouais, mais c'est ta maison quand même de cœur, tu l'as créée en fonction de tes rêves et tout », oui, c'est vrai. Vraiment, sincèrement, c'est vrai. J'ai des très bons souvenirs dans cette maison aussi. Mais même si on me donnait aujourd'hui, vraiment, hein, c'est très sincère ce que je vais vous dire, même si aujourd'hui on me donnait cette maison, et même si on me donnait cette maison avec 1 million d'euros, je n'y retournerai pas. Elle est trop chargée. Il y a trop de trucs là-bas. J'ai peur de cette maison aujourd'hui. J'ai très peur de cette maison. Et pour moi, j'ai peur de... Elle a trop de... Il y a trop de trucs dans cette maison pour que ça se passe bien. C'est trop chargé. La terre a trop souffert autour de cette maison. Donc non, non. Surtout pas. Je ne veux pas retourner dans cette maison et même si on me la donnait avec 1 million d'euros, j'en voudrais pas. Donc voilà, je vais terminer sur ça, sur ce podcast. J'espère que si vous l'écoutez à 22h, que je vous ai pas trop fait peur, parce que effectivement, parler de fantômes et d'énergie et machin et bidule, moi je pars du principe que quand on est sensible à ça, faut le prendre bien.
il peut rien nous arriver techniquement. Enfin, moi, j'ai vécu 10 ans dans cette maison, ça a été dur, il m'est arrivé des choses, etc. Mais je pense que mentalement, émotionnellement, si on est fort, on peut facilement s'en sortir de cette emprise négative. Il faut être très très fort, parce que c'est une lutte, hein, très sincèrement. Moi, quand j'étais en Louisiane, c'était tellement chargé, tellement fort que j'étais en dépression pendant 15 jours, hein, clairement. Et physiquement, ça se voyait sur moi, hein. J'ai des vidéos où je me suis filmée en Louisiane. Je suis clairement jaune. J'ai le teint livide, des cernes marron. On dirait un cadavre, clairement. Je suis dans un état physique et mental dépressif, level 20 000. Mais ça, pour avoir fait des recherches et lu beaucoup de choses, c'est très caractéristique des énergies négatives. C'est des entités négatives, des choses comme ça. C'est très caractéristique. Et donc, dans la propriété équestre où j'étais, Jérémy est tombé en dépression, hein, là-bas. Aujourd'hui, il s'en est totalement sorti. Il est super bien dans sa peau. Mais il a été longtemps en dépression là-bas. Il a été très, très, très longtemps en dépression là-bas. Et en fait, ça explique quelque part. Enfin, ça explique aussi cette malédiction. Cette maison, il y a beaucoup. C'est très de tout ce que je vous raconte, c'est très lié à la mort, c'est très lié à plein de choses pas bien. Alors, j'ai d'énormes, superbes souvenirs dans cette maison. Comme je vous disais, je me suis mariée là-bas. On a fait des fêtes de copains incroyables, des fêtes de famille incroyables. Ça a été très, 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 très chouette. Beaucoup de souvenirs chouettes. Mais moi, aujourd'hui, si j'ai un bilan à faire, il y a beaucoup plus d'énergie négative qui ressort de cette maison pour moi que d'énergie positive. Donc, voilà. Sur ce, eh bien, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à ce podcast et à mettre 5 étoiles. Ça me fera super plaisir. Et ben, on se retrouve tous les mardis et tous les vendredis à 22h. Si vous avez envie de découvrir et que vous ne connaissez pas ce que je fais sur les réseaux sociaux, eh bien, je vous invite à aller voir sur Insta ponycorn-le-blog ou Ponycorn le blog sur YouTube. C'est des sketchs humoristiques à caractère équestre sur les réseaux sociaux parce que normalement, je raconte pas des histoires paranormales. Je suis la petite boute en train du coin de Vendée. Donc, si vous avez envie de voir ça, eh bien, allez-y avec plaisir. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt, mardi ou vendredi, 22h. Bisous!